They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that highway. Says who? Bryant for the win. Dimanche soir, on était tranquillement installés dans notre lit et soudain, on a pris une énorme claque. Kyrie Irving transféré chez les Mavs. L'ancien meneur des Nets se rejoint la star Luka Doncic dans les rangs de Dallas. Alors selon vous, ça passe ou ça casse? Eux sont passés à la trappe. Le All-Star Game a révélé les remplaçants à l'ouest et à l'est et certains gros noms ne figurent pas sur la liste. Lui, on n'est pas prêt d'oublier sa performance. Mardi dernier, Nando De Colo est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Le pensionnaire de Lasvel est entré dans l'histoire de la balle orange. Hype, épisode 16, saison 2. Nouvelle semaine Hype, nouvelle émission Hype avec un plateau fourni cette semaine. Installez-vous, on va parler de NBA à peu près pendant 1 heure ensemble avec un homme qui nous revient tout droit du Togo, bien habillé. Angelo, comment il va? Ça va, absolument éclaté au sol. Ouais, ça se voit. Aussi éclaté que les Dodan sur la route de Lomé à Cotonou, mais tout va bien. Bon, ça s'est bien passé? Oui, c'était une très belle expérience humaine. Drills un peu, tu peux nous en parler quelques... Oui, très rapidement, c'est Jean-Marc Aloumon qui est à l'origine de ce projet pour développer le basket 3-3 en Afrique, le basket de manière globale. Hein. C'est un promoteur d'événements 3-3 à la base sur le territoire français, mais comme il est africain, il a aussi envie d'aider au développement. Donc moi, je suis le directeur technique depuis 3 ans. J'ai été parrain pendant quelques années, puis j'ai pris du gab, on va dire. en marche et tu continues. On Exact. suivra cette aventure. On sait que tu fais pas mal d'allers-retours dans l'année. Ouais. On essaiera de vous mettre quelques images, d'ailleurs, si on a le droit de diffuser. Je vais essayer, on a bien sûr le droit, mais j'essaierai de faire en sorte d'avoir des images à proposer. Ouais. Ok. Un gars, une fille. Mélissa, sa deuxième de l'année avec nous, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Très bien, prête à parler NBA avec nous? Toujours. Fred Weiss est là avec son magnifique t-shirt Dear B-Ball et surtout Rudy Gobert, Rudy Gobert bien sûr. et puis le suite aussi de Big Camp. On peut en Exactement. parler un peu du Big Camp? On peut en parler. Allez, vas-y. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Ouais. Et non, tu sais que j'ai un enfant qui est autiste et on a essayé de récupérer de l'argent un petit peu d'une manière détournée, j'ai envie de dire. Et on a fait un camp de basket. Donc on nous paye pour faire un camp de basket et avec l'argent et les bénéfices, on investit dans l'autisme. En gros, pour résumer. Très bien, très belle action. On suivra d'ailleurs les opérations. Cet été, les camps? Cet été, ouais. Ok, Ouais. très bien. Il reste de la place, on peut s'inscrire. On peut bientôt s'inscrire. Ok. Je suis en négociation parce que, comme vous le savez, tout a augmenté de façon considérable un peu partout. Donc on est en train de négocier, je suis en train de rencontrer les mairies pour que ça nous coûte un poil moins cher. Bon, au plaisir de mettre ton action en lumière, Fred. Et on va accueillir notre premier invité de l'année 2023, photographe, réalisateur. Kevin Coulio est là avec nous. Comment tu vas? Bah, ça va très bien. Je crois que Merci j'ai dit, en tout cas de me recevoir. Réalisateur, photographe et auteur. Oui, on peut dire ça aussi. Ouais. Et shooter aussi. Et Et shooter. shooter, et voilà. Et... Il shoot Photographe. avec l'appareil et il shoot. Voilà. Quand on parle d'auteur, on parle de ce livre, Blacktop Memento. On en parlera d'ailleurs en fin d'émission avec toi. Il y a pas mal d'actu aussi te concernant. On fera aussi le point un peu sur ce que tu as déjà fait, parce que la liste est longue, et notamment quand on parle de création, on parle de shooting, de films documentaires. Pas mal de choses à raconter avec toi. On est content de te recevoir. Dans l'âme, celui qui a fait le haut de Mélissa d'ailleurs. Ah. Franchement, Réussi. magnifique. Ouais, bah voilà, je suis multidisciplinaire, comme on dit. Bon, installe-toi, bienvenue. Et puis on va ouvrir notre première chronique ensemble, le French Corner. Let's go. Sport en France, French Corner, le lien est tout de suite fait. On va ouvrir cette émission en parlant d'une légende du basket français, Nando De Colo, qui est devenu le meilleur scoreur all-time, donc le meilleur scoreur de l'Euroleague, cette ligue européenne d'élite. Des coupes européennes, pour être Des coupes européennes, oui. C'est-à-dire que ça prend aussi en considération les points marqués dans les autres coupes d'Europe auxquelles il a participé. L'Eurocoupe principalement quand il était à Valence. par exemple. Exact. Bien sûr. Merci de la précision, messieurs. Retour un petit peu sur la carrière de Nando De Colo en chiffres. On va peut-être s'arrêter sur son palmarès déjà européen, qui est largement fourni. Vous le voyez, Euroleague gagné en 2016 et 2019, Eurocoupe 2010, il y a MVP de la saison d'Euroleague 2015-2016, MVP du Final Four en Euroleague 2015-2016, donc grosse année 2015-2016 pour
pour Nando De Colo est top marqueur donc, de l'Euroleague en 2015-2016. Et donc, il dépasse un certain Nick Gallis, que connaît bien ici Angelo, dans la liste des meilleurs scoreurs. Donc, vous voyez, actuellement, 4917 points. Et donc, Nick Gallis était à 4904. Dans cette liste de 5, il y a Vassilis Spanoulis. Merci, Vassilis Spanoulis, Dejan Bodiroga et puis Juan Carlos Navarro. Donc, ça place un petit peu la performance de Nando, la longévité aussi de la carrière de l'international français. Je me tourne vers un autre international français. Quand on parle de Nando De Colo et qu'on voit Nando De Colo tout en haut de cette liste, monsieur Fred Weiss, est-ce que ça le place parmi les ou le meilleur joueur de l'histoire de cette ligue ? Difficile de dire vraiment si c'est le meilleur joueur, mais c'est forcément un des meilleurs joueurs de cette ligue. Je suis ravi surtout qu'on détrône deux Grecs. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi. Mais Nando De Colo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte. Alors oui, la NBA, c'est le meilleur basket du monde, c'est les meilleurs joueurs. Il faut avoir sa chance, il faut arriver au bon endroit au bon moment. Et c'est pas parce que tu es recalé en NBA que tu n'es pas un exceptionnel joueur. Et Nando De Colo est l'exemple parfait du mec qui est allé là-bas, qui a tenté le coup. Ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, qui a pris ses clics, ses claques. Il est allé au CSK, il a pris 3 millions de dollars par saison. Oui. Mais il a prouvé plein de choses. Il a illuminé le basket européen par son professionnalisme, par son talent et par cette capacité à scorer dans des circonstances incroyables. Donc, pour moi, il est largement dans mon top 5 français. Mm-hmm. Et j'aurais même du mal à avoir une hiérarchie au sein de ce top 5 parce que c'est incroyable ce qu'il propose. Alors, la réponse du grec, justement. Oui, aussi international français. Oui, également. Donc j'ai cette moitié de moi très fier de voir Nando De Colo. La longévité de Nando. On ne peut pas perdre quand c'est franco-grec. La longévité, surtout le chiffre, là, qu'est-ce que toi, ça te suggère ? 4917 points. Oui, et cette longévité, c'est clair. Il y a aussi, je pense, cette capacité à performer au plus haut niveau parce qu'il a un petit peu ce qu'avait Kill Bill, Vassilis Spanoulis, cette capacité à être clutch dans les grands moments. C'est pour ça qu'il a été élu MVP. C'est pour ça qu'il a été aussi essentiel avec le plus grand club d'Europe, on va dire des 10 dernières années, le CSKA Moscou, lui a donné le contrat mirobolant qu'il a reçu parce qu'il méritait chaque centime de ce contrat. Il était absolument essentiel. Et il a des intangibles qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on n'est pas dans le milieu. C'est-à-dire cette fiabilité à toute épreuve, cette capacité à prendre les bonnes décisions. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? À stabiliser un club, même quand on voyait l'Asvel en difficulté cette saison, il est capable d'aller parler au coach, d'essayer de trouver des solutions et de le faire avec énormément d'humilité. Angelo, juste un point aussi. Itoudis a dit que c'était le plus grand professionnel qu'il avait jamais vu de sa vie. Itoudis a été le coach du CSKA pendant de nombreuses années. Assistant d'Obradovic Chopana pendant un an. Exactement, puis après il a repris le Fener, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un coach qui a connu tant de joueurs de très grande qualité parmi les meilleurs d'Europe, voire du monde, dit ça d'un joueur, c'est que ça marque quand même la place du mec. Kevin, est-ce qu'on a, nous en France, cette capacité à vraiment reconnaître un peu le talent de Nando De Colo ? On parle souvent d'Anthony, alors c'est peut-être pas au même niveau sur le plan de la carrière et même médiatique, mais est-ce que Nando, finalement, on ne se rend pas compte du joueur que c'est, quoi ? Clairement, on ne se rend pas compte parce qu'il n'a pas l'exposition médiatique qu'il mérite. Moi, ce que j'apprécie en tant que réalisateur, en tout cas, Nando, il a ce truc de l'instinct de création que beaucoup de joueurs de très très haut niveau ont en fait. On regarde des Teodosic et même des Sergio Llull, des mecs qui ont des fondamentaux parfaits, mais qui vont réussir à trouver la passe incroyable que personne n'a vue, que lui a anticipé déjà 5 dribbles avant. Et c'est ça qui est intéressant avec ces joueurs-là. Pour moi, c'est un artiste en fait du basket. Et ça dépasse les fondamentaux. Tu vois beaucoup d'artistes, toi. C'est le mec est son domaine de prédilection. Focalisé. Non, mais t'as raison sur Teodosic. En plus, ils ont coïncidé les deux au CSKA. Ça devait être incroyable de jouer avec ces deux-là. C'est fabuleux de jouer avec des gars comme ça qui ont cet instinct que beaucoup de joueurs NBA ont. Mais c'est aussi une minorité des joueurs NBA, quoi. C'est un Kyrie Irving, un Steph Curry, des gars qui ont ce truc en plus qui va créer des situations que même tous les fondamentaux du monde ne peuvent pas t'acheter. Permets-moi de compléter juste un élément. Je pense même que sa créativité va au-delà de certaines grandes stars de la NBA parce qu'ils ont en NBA ce que Nando n'a pas, des qualités athlétiques hors normes. Donc il a dû, on va dire, exceller 2 fois plus dans ce domaine de créativité, de justesse dans les choix, de perfection des fondamentaux. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement juste de savoir exécuter les choses, c'est de le faire dans le timing qui permet de créer l'espace. Il le fait contre des athlètes de classe mondiale. Et même c'est un joueur qui a su se réinventer. Il a quand même commencé sa carrière, on se souvient, il était très slasher, très dans le 1 contre 1. Et maintenant, il est très régnant, il est capable aussi d'installer ses hommes avant même de jouer pour lui. Je pense qu'il aurait pu réussir en NBA, c'est dommage. On finit avec toi, Mélissa. Nando De Colo,
les JO là, dans 1 an et demi, pièce essentielle de l'équipe de Vincent Collet? Oui, pièce essentielle, il a toujours été. Moi, je l'appelle un peu le sniper parce que... Dans 1 an et demi, je parle. C'est pour ça que Dans 1 an et demi, il sera là. Il sera là parce que c'est un compétiteur. Je pense que 2024, ça sera l'aboutissement de plein de choses pour pas mal de joueurs, notamment qui arrivent à un certain âge et qui, pour moi, ça sera entre guillemets la fin et on passera à autre chose. Mais Nando, il doit faire partie de cette ligue parce que déjà, il le mérite. Il le prouve sur le terrain, que ce soit en semaine comme en week-end. Comme je disais par la parenthèse, j'appelle le sniper parce qu'il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas, mais c'est quelqu'un qui quand tu regardes les stats, il a une dominance qui est incroyable dans le jeu. Il a pu jouer à côté de pas mal de joueurs justement qui ont été aussi dominants, mais pourtant il a su briller. Il a fait ça, il a été constant pendant de longues années. Et c'est ce qu'on parlait de longévité. Pour moi, honnêtement, dans la question est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs, oui, il en fait partie et il le mérite. Et je trouve que c'est très dommage justement parce que là, il vient de marquer l'histoire et c'est un Français et on n'en parle pas. On n'en parle pas et c'est pas normal. C'est-à-dire que je trouve que les joueurs français aujourd'hui, en France, les joueurs qui font des belles choses, on n'en parle pas assez. Ça, c'est très dommage. En Grèce ou en Espagne, ce serait le feu. C'est Il y a un autre joueur qui s'apprête à marquer l'histoire, LeBron James. Il s'apprête aussi à passer numéro 1 en scoring all-time. Ça ne devrait pas tarder. On tease un peu. On fera la semaine prochaine une émission spéciale sur le King. Retour sur sa carrière et les faits marquants d'ailleurs de son évolution, parce que ça fait quand même 20 saisons qu'il est là en NBA. Donc on vous le dit dès maintenant, ne ratez pas l'émission de cette semaine, mais la semaine prochaine également, puisque spécial LeBron. On enchaîne, on va parler des news et du All-Star Game dans le hype ou pas hype. Alors, la semaine dernière, on vous annonçait les 5 de départ. Vous les connaissez, on ne va pas revenir dessus. Étaient élus jeudi dernier les remplaçants au All-Star Game. On va commencer par la conférence Est et vous donner donc les noms des remplaçants avec Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, Jaylen Brown, Drew Holiday, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Julius Randle. On enchaîne tout de suite avec la conférence Ouest. Paul George, Lauri Markkanen, donc qui jouera à domicile, à l'intérieur d'Utah, Shai Gilgeous-Alexander, on en a parlé ici, et All-Star, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Demontas Sabonis, Damian Lillard. Mais quand on vous donne ces noms, finalement, au-delà de cette info, on a aussi une question qu'on souhaite se poser, puisque beaucoup de joueurs méritaient d'être All-Star. C'est toujours un petit peu le jeu des déçus et ceux qui sont récompensés. Et la liste des déçus cette année est assez importante. Elle s'affiche là, puisque Pascal Siakam ne sera pas All-Star. Jimmy Butler, James Harden, Jaylen Brown, Trae Young, Darius Garland, Anthony Edwards, Aaron Gordon, Anthony Davis, Aaron Fox. Donc Jalen Brunson, pardon. On pourrait quasiment faire même une troisième équipe avec ces noms. On a essayé de vous demander quel était votre absent le plus important, quel est le grand oublié du All-Star Game 2023 cette saison. Je vous écoute pour votre nom et puis on en débat ensemble. Fred ? Moi, j'avais choisi un joueur qui a été pris par Mélissa, et comme Mélissa, la priorité, c'est elle qui a choisi ce jouur. Donc, j'en ai choisi un deuxième. Raconte pas les coulisses. Si, c'est important de dire la vérité. Que j'avais pas forcé. C'était pas mon choix numéro 1. On m'a imposé. Et comme Mélissa est bien plus jolie que moi, c'est plus facile de faire passer n'importe quelle pilule. Merci, bon, Fred. peu importe. La question n'est pas là. Donc, j'ai choisi Aaron Gordon. Tu as choisi ? Mon deuxième choix. D'accord, ok. Mon deuxième choix était Aaron Gordon. Alors, on l'arrête parce que sinon... je crois que tu... Non, on va faire un tour de table. On fait un tour de table et ensuite on revient. Tu te tais, tu dis un nom, c'est tout. Il est énervé là, il est énervé. Moi, j'ai choisi Siakam. Ok. Voilà. Mélissa ? James Harden. Et ça a été mon premier choix. Ok. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox ? Yep. Ça marche. Fred, allez, on t'écoute pour ton premier choix. Ton deuxième choix. Alors, j'ai choisi Aaron Gordon parce que tout simplement, son équipe de Denver est en train de faire une saison fantastique. Ils sont premiers à l'Ouest. Et il n'y aura qu'un seul représentant de cette équipe de Denver qui est quand même assez fantastique à ce All-Star Game. Et qu'on a pris Jaren Jackson Jr., qui a 2 problèmes pour moi. La première, il n'a pas joué assez de matchs. Il a 10 matchs de moins que Aaron Gordon pour des stats équivalentes. Et ils sont deuxièmes. Alors, ça se joue à peu, effectivement, etc. Sauf que ça me surprend de prendre 2 mecs d'une équipe qui est deuxième et pas en prendre 2 d'une équipe qui est première, alors que les stats, c'est sensiblement les mecs. Pour le dire, 16,7 pour Gordon, 16,6 pour Jackson. OK. 6,8 rebonds pour Gordon, 6,7 rebonds
pour Jaren Jackson. Du coup, les stats sont un poil meilleurs. Alors, ça ne joue pas à ça, mais pour moi, le classement aurait dû influer. Et aussi, il est en train de montrer que ce n'est pas qu'un dunker. Est-ce que l'évaluation et le fait de la présence de Jaren Jackson versus celle d'Aaron Gordon, elle n'est pas liée à ce que les deux produisent, mais hors stats, c'est-à-dire la défense de Jaren Jackson? Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait enlever Jaren Jackson. Je dis simplement que pour moi, il méritait d'y être en tant que premier à l'Ouest. C'est plus ça surtout. Sachant aussi on va dire. Moi, je suis très fan de Jaren Jackson. Hein. En passant. Les mini-scandales de ces 2 concours de dunk perdus, où pour la grande majorité des gens, c'est lui qui aurait dû gagner, en tout cas au moins un des deux. Donc, quelque part, c'est un nouveau coup de poignard dans le cœur de Gordon qui doit se dire quand même que ça commence. Bon, il avait un peu réclamé sa sélection. Il a dit, moi, je fais le concours de dunk si je suis All-Star. Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui se font. Bref. De'Aaron Fox. Oh, je vais aller très vite. De'Aaron Fox, c'est surtout extrêmement plaisant de revoir les Kings produire du jeu à la Kings. Mais il n'est pas All-Star. Hein. Tout à fait. Il n'est pas All-Star, mais ça fait plaisir de voir les Kings reproposer le jeu californien qui a fait leur renommée durant les années 2000. Et ils sont, pour moi, Sabonis et De'Aaron Fox sont absolument indissociables parce que Sabonis est un poseur d'écran exceptionnel dont se délecte absolument De'Aaron Fox qui, lui, régale Sabonis en retour. Il se nourrit, on va dire, des deux méritait le plus d'être All-Star? Que Sabonis ait une production statistique au-dessus, parce qu'il est peut-être plus complet, avec un volume de jeu plus important, et que ce soit de toute manière lui l'option numéro 1 de cette équipe, valide complètement le fait que lui il soit comment dire, All-Star. Mais on parle des grands absents, un joueur qui était tout à fait méritant, et je pense encore plus avec la 3e place à l'ouest des Kings, qu'on n'attendait pas du tout. C'est ça aussi la chose qu'il faut mettre en avant, c'est si les Kings étaient des favoris et que tu mets en avant des surprises, entre guillemets, je peux le concevoir, mais les Kings n'étaient même pas prévus d'être play-offables. Nous, quand on faisait notre pré-saison, on se disait qu'ils allaient se battre pour les play-in. Là, ils sont 3e et solides, très solides. Donc, c'est un peu dommage, mais je suis ravi pour les Kings. Dernière question, est-ce qu'il paye la concurrence interne, c'est-à-dire les performances de son coéquipier qui lui est All-Star, ou est-ce qu'il paye la densité qui existe à son poste de jeu dans la conférence Ouest? C'est pas du tout la concurrence avec son coéquipier qui lui pose problème. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Parce que le problème, c'est que mettre 2 mecs de Sacramento, c'était compliqué. Oui, mais je pense que c'est toujours compliqué. Non, mais ils sont très bien placés et tout ça, mais c'est vrai que ça réfléchit beaucoup à mettre 2 joueurs de la même équipe, je pense. Oui, donc, mais je l'entends. Après, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'ils payent un petit peu. Mais c'est pour ça que je parle de la densité. La conférence serait moins dense, ils auraient eu moins de problèmes à le faire. Et dans les années précédentes, où il y avait moins d'homogénéité dans le classement, ils avaient moins de mal à mettre des mecs de la même équipe en sélection All-Star. Parce qu'il y avait quand même une vraie différence entre les 5, 6e et consorts et le quintet de tête. Mélissa, James Harden n'est pas All-Star. Non, James Harden, je pense que de tous les noms qu'on a sur la liste, il mérite d'être All-Star, largement mérité par rapport à ses stats. James Harden aujourd'hui, c'est 21 points. Les stats s'affichent là, regarde. 21 points, 10 de moyenne en passe. 10.9. Enfin, moi, j'avais travaillé, mais bon. mais je croyais qu'elle l'avait écrit en plus. Elle l'avait écrit en plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Les écoute pas, Mélissa. Non, mais enchaîne. On se passe de moyenne. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, James Harden n'est plus bien classé au niveau classement général. Enfin, on passe à côté de James Harden et je trouve que là, c'était totalement injustifié. S'il y en a bien un qui mérite aujourd'hui d'être sur cette liste-là, pour le jeu qu'il est en train de produire, parce que pareil, on se posait la question si c'était compatible avec Embiid. Il est en train de prouver à tout le monde que oui, c'était compatible. Oui, il peut jouer avec d'autres grands superstars à côté et continuer à avoir des stats comme il l'a toujours fait. Je trouve que... Je te donne des noms d'arrière sélectionnés en remplacement. Tyrese Haliburton, Jalen Brown, Drew Holiday et DeMar DeRozan. Est-ce qu'il est plus haut que ces 4-là? Pour moi, au moins qu'Haliburton. En concurrence directe avec Haliburton, les stats sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il y a une équipe qui est 3e, l'autre qui est 10e. Donc déjà, rien que de ce fait... Non, c'est honnêtement... On est d'accord, non? James Harden, petit problème de respect de James Harden de sa production. Pour moi, oui. Mais je pense qu'il paye aussi, on va dire, ces stratégies un peu vicieuses pour se faire trader. En termes c'était absolument catastrophique. Moi, je pense que si les boîtes de strip votaient, c'est lui qui gagnait. Oh là là, on va arrêter Fred, on va donner la main tout de suite à Kevin pour ton choix. Kevin, tu nous parlais donc de Pascal Siakam, le joueur de Toronto.
C'est peut-être pas le meilleur des choix parce que les Raptors sont 11e, c'est ça? Ouais, le classement collectif n'est pas terrible. Et il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière à l'heure actuelle. En termes de régularité? En termes de régularité, il a de la concurrence avec Barnes qui est en train de se présenter comme un peu le futur de cette franchise. Regarde, t'as les stats qui s'affichent là, il y a quasiment 25 points de moyenne. Voilà, quand même, il est à 25 points, il a ses 6 passes, c'est quasi 8 rebonds par match. C'est les passes qui sont impressionnantes. Voilà, le mec est un peu un couteau suisse pour les Raptors et qui leur permet quand même d'être une équipe décente et voilà, toujours dans la course potentielle pour les playoffs. Mais les places sont chères, honnêtement, les places sont chères. C'est un joueur qui progresse aussi, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Complètement, mais le volume de jeu, c'est-à-dire que tu es un poste 4 de formation qui commence à distribuer les caviars à la cuillère, c'est impressionnant. Bon, ils ne seront pas au rendez-vous du All-Star Game. Par contre, Kevin, toi, tu seras au All-Star Game. On en parlera bien sûr en fin d'émission. On va continuer notre émission justement en discutant un petit peu du cas Kyrie Irving dans le débat de la semaine. Et pour lancer ce débat, on va accueillir nos deux experts, spécialistes, journalistes américains. Vous les connaissez. Antoine est de retour parmi nous en 2023. Il a suivi bien sûr les Nets et le cas Kyrie. On va en parler avec toi, Antoine. Salut. Salut. Comment ça roule? Ça va, merci. Melvin aussi est là, côté conférence Ouest, pour analyser un petit peu la situation des Mavs et savoir un peu comment cette équipe va se situer avec l'arrivée de Kyrie. Salut Melo. Salut Sylvain, salut à tous. Salut. On commence par Antoine. Antoine, redonne-nous un petit peu les faits. Pour ceux qui le découvrent, Kyrie Irving n'est plus un joueur des Nets de Brooklyn. Il arrive du côté des Mavericks de Dallas dans un échange. On reprend peut-être les faits avec toi et puis on requalifie aussi l'échange de manière un peu globale. Et puis on discutera ensuite du cas Kyrie et de son arrivée du côté des Mavs. Ok. Écoutez, on a eu un petit peu une bombe à Brooklyn la semaine dernière, puisque Kyrie Irving jouait très bien, surtout que Kevin Durant était blessé, donc il avait vraiment le volume pour produire, et il faisait du Kyrie. On avait l'impression que tout allait bien, il n'y avait pas d'histoire de théorie du complot, ou de terre plate, ou de quoi que ce soit. Et puis d'un coup, il y avait quand même cette histoire d'extension, etc., donc on savait qu'il était un petit peu en discussion. Et donc, on apprend qu'il demande à être tradé la semaine dernière. Et juste après, il y a quelques détails qui viennent, comme quoi, par exemple, il y aurait une clause pour qu'il puisse avoir l'extension max, qui serait qu'ils doivent gagner le championnat dès cette année. Ce genre de choses, que c'est ça qui l'offusque, etc. Donc derrière, il demande à être tradé. On apprend très vite qu'il va être tradé aux Lakers. LeBron James aussi fait des appels du pied. Donc, ce qui va se passer, c'est que Joe Tsai, le propriétaire des Nets, s'oppose complètement à ça, veut surtout pas en gros lui donner une récompense pour son comportement qui a été absolument abject à plusieurs reprises avec les Brooklyn Nets. Et finalement, donc, il est envoyé à Dallas contre le retour de Spencer Dinwiddie, un joueur très apprécié. C'est finalement Kyrie, forcément, on en parlait à chaud, etc. Mais dans les choses qui se disaient le plus, c'était le retour de Spencer, qui est un joueur qui est vraiment apprécié, qui justement faisait partie de cette très bonne culture à Brooklyn avant les arrivées justement de KD et Kyrie. Donc ça va faire sûrement du bien. Il y a un très bon défenseur aussi qui arrive, le meilleur des Mavs. Je vais laisser Melvin en parler plus en avant. Et donc du coup, c'est une page qui se tourne. Et on va voir si c'est pas tout un chapitre qui va se tourner quand on se posera les questions sur KD après ce sujet-là. Tout à fait. Une page qui se tourne enfin, pourraient dire certains, tant le cas Kyrie a été un peu compliqué à gérer du côté de Brooklyn. On peut remontrer quand même l'échange complet, expliquer aussi à nos téléspectateurs qui découvrent un peu les systèmes d'échange aux États-Unis. C'est pas comme le foot en France et les transferts, c'est des échanges monétaires. Des joueurs au contrat ou à la hype équivalente peuvent être échangés de franchise à franchise. Donc là, on a Kyrie et Markieff Morris qui vont du côté de Dallas et Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, plus un premier tour de draft 2029 et deux deuxièmes tours 2027 et 2029 qui font donc le chemin inverse. Voilà pour le tour de draft non protégé. Non protégé. Premier tour. Voilà. Donc voilà pour l'information complète. Les joueurs n'ont pas forcément leur mot à dire. Ça aussi, il faut le savoir. Ils apprennent souvent sur le canapé ou alors sur un tweet qui sort qu'ils sont transférés. Donc c'est toujours un petit peu particulier.
Reste avec nous Antoine, on fait un petit tour de table et après on ira voir aussi Melvin pour l'arrivée de Kyrie du côté de Dallas. Kevin, Kyrie Irving, joueur spectaculaire, joueur aussi spectaculaire hors terrain parce que la gestion et certains de ses propos ont fait un peu polémique. Est-ce que dans un moment de sa carrière où c'était un peu stabilisé, on en parlait nous la semaine dernière, est-ce que ça te surprend qu'une demande de trade comme ça arrive et que le joueur dise moi je veux partir? Dans la NBA actuelle, il n'y a rien qui est surprenant en fait. Les joueurs sont tous dans une recherche de roster parfait pour atteindre des objectifs de titre. Donc on le voit avec LeBron qui essaie de manipuler toute la NBA pour se construire son équipe idéale avec tous ses potes. Mais Kyrie, ça ne me surprend pas du tout. Ce qui est surprenant, c'est Dallas, mais voilà, on comprend mieux parce que c'est le GM qui a poussé dans cette direction-là. Mais bon, Kyrie, quelle que soit l'équipe dans laquelle il va tomber, il va faire des émules, il va bien jouer et c'est quand même quelqu'un qui est très très intelligent. Malgré ce qu'on en dit dans les médias, il sait très bien ce qu'il fait et il est très cultivé et c'est un mec brillant. Donc moi, je suis très curieux de le voir jouer avec Doncic. Je pense que ça va faire une belle association. Voilà, on va en parler après. On est un peu plus réservé, mais on va essayer de poser quelques arguments sur l'association des deux. Melvin, Kyrie Irving arrive du côté de la conférence Ouest. Tu vis du côté de San Francisco, en Californie. Qu'est-ce qu'on en dit de cette arrivée de Kyrie de manière globale dans cette conférence ? De manière globale, on pense que c'est un pari, un gros pari pour Dallas, peut-être le plus gros pari qu'il pouvait prendre. Après, comme le disait Kevin, il y a quand même une certaine excitation à voir Kyrie avec Luka, mais je pense que c'est surtout la surprise que Dallas ait décidé de faire ce trade, parce que je pense qu'il faut le remettre en contexte, c'est-à-dire que la saison dernière, il décide de ne pas prolonger Jalen Brunson qui est maintenant à New York et qui fait une saison de quasi All-Star. Il y a cette densité de la conférence Ouest où les Mavs sont dans ce ventre mou et donc du coup il y a cette pression d'essayer de passer au niveau supérieur pour confirmer sur la finale de conférence qu'ils ont fait la saison dernière. Il faut aussi aller épauler Luka Doncic qui joue le plus de minutes de sa carrière et qui a un usage rate, c'est-à-dire le pourcentage de temps qu'il a la balle dans les mains, un des plus élevés de l'histoire de la NBA. Et puis après, il y a, comme le disait Kevin, il y a le GM Nico Harrison qui travaillait chez Nike avant, qui connaît Kyrie, qui a travaillé avec Kyrie. Jason Kidd a également une relation avec Kyrie, parce que Kyrie a grandi à New Jersey quand Kidd était joueur des Nets, et ils ont le même trainer. Donc il y a cette familiarité, et on se dit que au final, avec cette infrastructure autour de lui, on peut peut-être le canaliser et le focus sur le basket. L'autre point de contexte, c'est que Kyrie sera free agent à la fin de la saison et que s'il veut son contrat max, il a besoin que tout ça marche. Donc ça fait beaucoup de choses. On verra bien, mais après pour Dallas au niveau basket, moi je pense qu'offensivement ça peut faire très mal. Melvin, je t'arrête, on va justement discuter tous ensemble de cette dimension un petit peu jeu. Je sais que tu es très attiré par ce thème-là, on t'écoutera. Je voudrais qu'on reste quand même sur les possibilités qu'avait Kyrie, puisque les Lakers de LeBron James s'étaient positionnés pour attirer Kyrie. On peut peut-être vous montrer d'ailleurs la proposition des Lakers qui était celle-ci, si je la retrouve. Voilà, donc c'était Kyrie plus Russell Westbrook avec un premier tour de draft 2027-2029 et Antoine pourra peut-être nous confirmer, mais les Nets ont refusé parce que les Nets voulaient un peu plus. Les Nets voulaient avec Russell Westbrook, Austin Reeves, Max Christie plus donc ce fameux premier tour de draft 2027-2029. Voilà. Est-ce que tu confirmes d'ailleurs, Antoine, toi qui es proche un petit peu de ce marché? Oui, en gros l'idée c'était c'était ce trade-là qui, en gros, tu ne peux pas le refuser parce qu'il récupérait tellement de choses. Et donc là, ça passait la pilule de laisser faire Kyrie un petit peu ce qu'il voulait, d'aller, après avoir pourri les Nets pendant 3 ans, même s'il a apporté plein de choses aussi, je suis d'accord, et qu'il est super à regarder sur le terrain. C'est un des joueurs qu'on a vraiment envie de voir jouer sur un parquet, mais il y a quand même tout ce qui se passe à côté aussi. Et voilà, donc soit il y avait ça, mais qui était quasiment demandé l'impossible, quoi.
soit sinon, de toute façon, c'était opposition de principe, quoi. Tu te comportes pas comme quelqu'un qui nous oblige à faire ce que toi tu veux, et nous, on fait comment pour gérer une franchise? Parce que les joueurs gèrent leur carrière, très bien, et il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Mais à un moment, si c'est au prix que les franchises ne peuvent plus gérer leur propre direction, on va où? Nous, en tant que fans de basket, qui voulons voir des choses se construire, pas juste des moments de brillance comme par-ci, par-là. Bah voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça marche. Un mot avec Pelvin et ensuite on avance dans le débat et notamment l'association des deux stars. Ouais, je pense qu'il faut quand même garder le contexte de Brooklyn en tête, c'est-à-dire que oui, tu veux trader Kyrie Irving, mais tu dois aussi rester compétitif pour ne pas que Kevin Durant demande un trade également. Alors, je pense pas qu'il va le demander là dans les 2 jours qui arrivent avant la trade deadline, mais du coup, le package des Lakers, il y a aucun joueur qui peut aider les Nets maintenant. Donc, au final, quand tu regardes les offres, la meilleure offre pour le contexte actuel de Brooklyn, c'était de loin celle de Dallas. On avance. On a maintenant les trades complets, les échanges, on vient de vous les présenter. Quelle franchise, remporte, on va dire, la victoire, entre guillemets. Winner-loser. Les Mavs se sont renforcés ou les Nets ont fait le meilleur move? Alors, au niveau du move, c'est clairement les Mavs. Okay. Excusez-moi, c'est clairement les Nets oui. qui profitent. C'est les Mavs qui prennent le plus gros risque. Okay. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que Kyrie n'est pas emmené au bout ce qu'avait montré Brooklyn. Là, Kevin Durant est blessé, mais on sentait vraiment que Brooklyn était capable d'aller au bout potentiellement. C'était un des vrais candidats légitimes d'aller gagner le titre, d'aller en finale NBA. À l'Est, quand ils étaient en train de rouler, là, quand ils étaient deuxième à l'Est. Vous vous souvenez pas? Tout le monde est... Non, donc il y a quelques semaines, là. C'est pas le débat. Semaines. Non, mais c'est la raison pour laquelle je dis... Ils s'étaient repositionnés comme une équipe, on va dire, compétitive. C'est pour ça que je dis ils sont gagnants, mais ils auraient pu être encore plus gagnants en trouvant le moyen de conserver cette équipe telle qu'elle était construite cette saison, parce qu'ils avaient trouvé une alchimie qui, en play-off... Kyrie Irving voyait les choses différemment. Tout à fait. Mais donc, sur papier, avec la volonté de Kyrie de partir, pour moi, c'est les Nets qui gagnent. Fred, qui gagne Pour moi, il n'y a ni gagnant ni perdant. Okay. Je pense que c'était une obligation de trader Kyrie parce qu'il voulait partir, donc il fallait que ça soit... On ne peut pas garder un joueur qui ne veut plus... On ne peut pas. Et comme on l'a expliqué, la meilleure proposition, c'était celle des Mavs. Donc pour les Nets, c'était obligatoire de faire ça. Et de l'autre côté, les Mavs, ils étaient en train de stagner, de vivoter. On sait qu'ils n'avaient pas gagné le titre cette année. Ils tentent un gros coup de poker, oui, évidemment c'est un gros coup de poker, mais qui peut à la fois marcher, comme il peut ne pas marcher. Donc c'est difficile à l'instant T de dire qui est gagnant. Pour moi, les deux ont fait un trade intéressant pour les Mavs, parce que quand tu as un mec de ce profil-là, à la Kyrie Irving, tout de suite tu step up quand même, parce que tu as quand même un joueur extraordinaire qui arrive dans ton équipe, mais tu ne sais pas ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, tu récupères des mecs plutôt intéressants. Finney Smith, très bon défenseur. Dinwiddie, très bon joueur qui a été très bon avant l'ère de j'ai envie de rêver à avoir un Big 2 et après un Big 3. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment perdant, mais je demande à voir. Ok, alors comment ça... Ouais, vas-y, moi, je pense qu'il y a quand même aussi des paramètres qu'on doit prendre en compte, parce que je pense que Dallas, d'un côté, n'avait pas vraiment de problème de stabilité, puisqu'au final, ils vont récupérer un joueur, c'est un coup de poker, mais je pense qu'il faut voir plus loin. Et je ne pense pas que c'est une question de finir la saison, mais je pense qu'il va plus loin que ça. Comme on dit, on est en train de parler du max. Je pense que là, c'est finir la saison dans un endroit, dans un contexte qui est bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'antécédents et plein de gens disent qu'ils ne l'ont pas vu venir, etc. Oui, personne n'a vu. Pas un risque de sortir d'une situation où tu avais retrouvé une forme de confort c'est ce que je dis, pour partir à l'ouest. C'est ce qui a interprété. Mais moi, te cacher derrière une star. Moi, je pense qu'il a été très intelligent parce qu'il a attendu le moment où il a performé le plus sur le terrain. Il a montré des belles choses et surtout, il y a des gens qui seront aujourd'hui capables de pouvoir l'acheter à un certain prix. Après, à côté de ça, je pense que quand même que les Nets... eux, ils vont avoir un petit problème parce qu'ils étaient en train de retrouver justement cette stabilité. Et là, tu as un joueur qui part, qui était un joueur quand même qui était... Oui, non, tu n'as pas le choix, c'est sûr, mais ils sont un peu plus perdants. Ils te demandent le trade. Non, c'est sûr. Donc, tu n'es pas perdant dans le sens où tu ne peux pas retenir un mec, c'est dans ce sens-là que je dis, tu ne peux pas retenir un mec contre son gré, aussi fort soit-il. Si tu conserves, il perd à la fin de l'année, tu n'as rien dans l'échec. Exactement. Mais je ne pense pas que dans l'un ou l'autre... Donc, tu ne peux pas dire qu'ils soient vraiment perdants dans ce mais les Nets, dans tous les cas, ne seraient pas allés. Moi, je reste persuadé qu'ils n'arrivent pas à gagner le championnat. Alors, on va... Allons sur l'angle. Garantie. Allons sur l'angle avec Melvin du jeu, avec vous d'ailleurs aussi. Du jeu, deux joueurs qui ont besoin de la balle. Quand on parle de Kyrie, quand on parle de Luka Doncic, on ne se trompe pas en disant que c'est des joueurs qui monopolisent beaucoup la gonfle sur les temps de possession. C'est un des joueurs, Luka Doncic, c'est un des joueurs qui a le ballon le plus dans les mains. Donc Melvin, continue avec ton analyse sur le jeu, sur l'aspect offensif.
et défensif. On sait que les deux ne sont pas référencés non plus pour être des très très grands défenseurs. Dans la conférence Ouest, bon, Steph est blessé, mais il y a des joueurs comme ça, Clay, Kawhi Leonard, Paul George, Ja Morant. Comment le backcourt défensif des Mavs, maintenant composé de Kyrie et de Luka Doncic, va pouvoir arrêter tout ce monde-là? Commençons par la défense, après on voit l'attaque. C'est très simple, ils pourront arrêter personne. Comme l'a dit Jason Kidd hier avant le match contre Utah, en gros, c'est vraiment un pari qui est tout pour l'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la pression sur les défenses adverses en essayant de marquer 130, 140 points chaque match et en espérant marquer plus de points que l'adversaire, tout simplement. Donc, ils ont perdu leur meilleur défenseur. Aujourd'hui, je pense que leur meilleur défenseur dans l'équipe, c'est sûrement Frank Ntilikina. Mais tu as perdu en taille. Alors après, il y a encore 2 jours avant la fin des transferts. Ça ne m'étonnerait pas de voir et Brooklyn et Dallas potentiellement faire d'autres trades pour essayer justement de ramener quelques défenseurs pour aider les 2 stars. Mais clairement, défensivement, ils vont arrêter absolument personne. Et quand tu risques de jouer contre les Clippers, contre Denver, contre Phoenix, ça va être très compliqué du niveau défensif. Offensivement, avec vous, messieurs, j'avais une discussion en off avec Fred sur l'idée que les défenses auraient du mal à arrêter à la fois Kyrie et Luka Doncic en même temps sur le terrain, parce qu'on ne peut pas faire prise à 2, puisque les deux sont tellement forts en attaque qu'on ne peut pas prendre le risque d'en laisser un tout seul. Concrètement, pour moi, c'est vrai que c'est Luka Doncic, on l'a vu sur les derniers matchs, dernières saisons même, j'ai envie de dire, c'est prise à 2 systématique ou quasiment. Donc je me dis qu'avec un Kyrie Irving, logiquement, la prise à 2 est beaucoup plus risquée. Après, il faut trouver la bonne harmonie dans ce schéma entre les deux. Mais je pense aussi que ça peut soulager un peu Luka Doncic. Il a tout le temps le ballon dans les mains. Ne pas l'avoir et arriver un petit peu plus frais au 4e quart-temps, c'est pas un mal non plus. Il faut vraiment que chacun trouve sa place. Et j'ai l'impression que mon ami grec n'est pas d'accord avec moi. Il est chafouin parce qu'un Français a pris le scoring all-time du côté de l'Euroleague, c'est pour ça. Je vous ai dit, je ne peux pas perdre. Moi, le vrai problème, c'est de voir si on va se retrouver dans une configuration très similaire à ce qu'il y avait du côté des Cavs, où il y avait LeBron et Kyrie qui étaient ensemble sur le terrain, donc ça recoupe sur ce que tu disais. Tu ne peux pas arrêter les deux en même temps. Mais le style de jeu que pratique Luka, depuis son arrivée aux Mavs, en équipe nationale slovène, de façon même au Real, le ballon est dans ses mains. C'est lui le décisionnaire, c'est lui le go-to guy, c'est lui le franchise player. Ça veut dire que est-il capable de déléguer ses responsabilités à la hauteur du talent d'un Kyrie Irving? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que même Jason Kidd va peut-être lui demander. Qu'on lui a peut-être jamais demandé dans sa carrière. Et c'est ça. D'après les déclarations de Jason Kidd, c'est déjà ça. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'on veut lui faire gagner un peu en vitalité sur les 4e quarts. C'est pour ça que je parlais de 4e quart. C'est Jason Kidd qui dit ça. Vous vendez un joli cadeau, les mecs. C'est une belle histoire pour les petites filles. Mais Luka Doncic. Alors déjà, ça, c'est hyper sexiste et je n'aime pas ça du tout. Mais moi, vraiment, ça me dérange. Mais ça dit, lui, s'il te plaît. Qu'y a-t-il comme problème pour les jolies histoires pour les petites filles? Oula, avance. Non, mais surtout, ce qui est important par rapport à tout ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, va falloir repositionner les égos. Est-ce que Kyrie est capable de laisser vraiment la franchise sur un joueur qui est sur le même poste que lui, sachant que Kyrie Irving reste un joueur dominant qui veut la balle dans les moments chauds? Angelo, pas chez lui, là. Peu importe. Il se déplace chez quelqu'un, il ne peut pas dire c'est chez moi. C'est Kyrie Irving, vous avez vu comment il s'est comporté du côté de Brooklyn, Angelo, avec son meilleur pote. C'est un garçon plus intelligent que ce qu'il montre. Avec son meilleur pote Kevin Durant. On va laisser Antoine répondre à cette question, qui a observé quand même de très près Kyrie Irving, notamment sur l'ego. La manière dont Kyrie a pu s'associer avec Kevin Durant, un autre fort joueur. Là, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Je ne sais même pas le dire. C'est son meilleur pote. Bref, en tout cas, ils étaient amis. Comment l'ego, Antoine... Avec LeBron, ça s'est bien passé. Messieurs, dames, un gars, une fille. Comment, Antoine, l'ego de Kyrie peut s'adapter à celui de Luka, selon toi? Alors... Moi, Kyrie, je l'ai suivi depuis le lycée. Je l'ai couvert au McDo All-American à l'époque. Je ne sais toujours pas qui c'est. C'est pas une personnalité que tu peux cerner. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, je suis pas sûr que Kevin Durant, avec qui il était très proche, qu'ils se sont rapprochés et tout, puisse beaucoup le cerner non plus. Certainement, il n'a pas su le cadrer. Donc, je ne vais pas sortir là une boule de cristal, tomber dans ses théories à lui et balancer dans tous les sens. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Par contre, sur le terrain, Kyrie Irving, on sait qu'il peut jouer avec ou sans le ballon au final, puisque quand il y avait James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving sur le même terrain, c'était inarrêtable. Kyrie n'avait pas besoin d'avoir le ballon très longtemps. C'est un joueur qui peut être explosif et décisif, incisif en 1-2 secondes, faire une différence. Donc il n'y a pas de souci, à mon avis, de son côté à lui, purement sur le terrain,
pouvoir performer sans avoir énormément la gonfle. Il faut aussi savoir que dès que Lucas sort du terrain, il n'y a plus personne au Mavs et ça devient une équipe absolument horrible. Même si c'est une super attaque, une fois qu'il n'est plus là, elle ne l'est plus du tout. Donc ça va être bien, il aura plein de temps de jeu où Lucas va se reposer. Ce qui est bien, tout ça pour manger la saison, aller dans les playoffs. Par contre, c'est là où on disait qu'il va falloir rajouter du monde autour. Parce que oui, c'est inarrêtable ce duo-là en saison, quand tu les joues une fois, un soir. Quand tu vas les avoir sur une série de 7 matchs, au bout d'un moment, il y a des coachs un peu costauds avec des vrais effectifs, etc., qui, à mon avis, trouveront des moyens de les stopper sur une série de 7 matchs. Allez, là, c'est la réponse d'Angelo pour conclure ce débat. James, Durant et Irving, ils ont joué combien de matchs ensemble? C'est pas le problème. Tu sais très bien que même si c'est small sample size, à un moment, c'était quand même absolument inarrêtable, historique, que ce soit le high test ou les stats ou autre. Tu voyais une armada complètement. C'est dans la difficulté qu'on voit les gens, Antoine. C'est dans la difficulté qu'on voit les gens. Et Mélissa, il faut qu'on revienne aussi sur l'épisode des Cavs. LeBron James et Kyrie Irving, ils ont trouvé leur place éventuellement et ils ont obtenu ce titre, mais il y a eu des difficultés, justement avec le leadership de LeBron. Ça, c'est documenté. C'est même pas possible de remettre ça en question. Que Kyrie ait réussi à prendre le pli et qu'il ait autorisé LeBron à, entre guillemets, être le big bro. Mais souviens-toi. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver l'alchimie. Mais moi, je suis persuadé, et je rejoins nos deux Américains, que ce mec est assez intelligent, assez bon basketteur pour, quand il est avec Lucas, jouer sans ballon, et quand Lucas n'est pas là, être le leader de l'équipe, parce qu'effectivement, c'est très pauvre quand il n'est pas là. Si Kyrie ne re-signe pas aux Mavs, Sylvain. On va observer de toute façon son arrivée. Là, il est déjà du côté de Dallas. Il devrait pouvoir commencer très très rapidement. Je ne peux pas te donner la main, Mélissa, parce qu'on n'a malheureusement plus de temps. Je sais que Mélo, par contre, lui, voulait conclure. Il était un petit peu avant. C'est pour ça que je vais le laisser conclure. Mélo. Yes. Mélo. Favoritisme ici. Non, mais moi, sur ça, je pense que je ne suis pas d'accord avec Angelo. Oui, forcément, il y aura du travail à faire pour que ça marche, mais Kyrie a une track record de bien jouer avec d'autres stars. Il l'a fait avec LeBron. Ils ont gagné un titre, ils ont dominé la conférence Est pendant des années. Ça s'est mal terminé, certes, et c'était un Kyrie qui était beaucoup plus jeune, qui avait peut-être d'autres envies également. Avec KD, quand ils sont ensemble sur le terrain, ça s'est bien passé. Tu prenais l'exemple du début de saison où tu aurais voulu les voir plus. Donc ça s'est bien passé. Donc moi, j'ai aucun problème sur l'aspect offensif. Après, je ne sais pas si on a le temps de parler de KD. Non, on va s'arrêter là. On va observer surtout l'arrivée de Kyrie Irving du côté des Mavs. Et une fois qu'il aura une dizaine de matchs à son actif, on pourra juger effectivement de l'association des deux. Le retour de Kevin Durant, on ne sait pas si on a une date d'ailleurs. Et puis on verra aussi quand même les Nets. On en a très peu parlé. Voir les Nets s'adapter à leur nouveau roster et voir s'ils peuvent continuer un petit peu à être... Thomas, qui vient de sortir quand même 2 matchs à plus de 44 points. Ils ont l'air d'avoir des outils effectivement dans la mallette, nos amis Suns. On va s'arrêter là pour ce débat et puis on va parler surtout culture basket et culture même globale dans l'ITV décalé. On a fâché Mélissa, elle n'a pas pu s'exprimer dans le débat comme elle le voulait. On reviendra sur le thème Kyrie. On sait que c'est un joueur que tu aimes beaucoup. On va l'observer, on va surtout l'analyser. On va parler avec notre invité du jour, photographe, auteur, réalisateur. Le livre Blacktop Memento, c'est sorti en juin 2022, je crois. Mais avant cet ouvrage, on va surtout revenir un petit peu sur ton parcours et ta carrière, tes inspirations d'artiste. Parce que quand on devient artiste, on imagine qu'on suit peut-être une voix ou alors une personnalité qui nous a inspiré. Pour toi, ce serait quoi ou qui ? Jeune, j'ai été beaucoup influencé par des documentaires sur le basket de rue à New York et le basket aux États-Unis, comme Hoop Dreams ou Soul in the Hall sur le streetball à New York. Ça m'a vraiment influencé. C'était vraiment quelque chose qui m'a donné un twist et créatif un petit peu. Et puis inspiré aussi par le sport qu'on pratique, par le basket tout simplement, de manière très naturelle. On ne t'a pas présenté, mais c'est vrai que tu es très très proche du basket, hein, tu as joué. Tu es aussi proche de certains événements comme le K54. Ça a commencé vers 2009-2010 aussi, ta volonté de documenter le sport, la culture du sport, et notamment le basket, hein, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Nantes. Voilà, je suis un petit produit nantais. J'ai joué au basket depuis mes 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours joueur. C'est en 2004 en fait, que j'ai commencé à prendre un appareil photo et à documenter mes amis sur le playground. J'avais un pote dunker qui s'appelait Hervé, qui avait une esthétique folle quand il dunkait. Et j'ai commencé à le photographier et envoyer mes photos à des magazines.
et dont le magazine Bounce, qui était un magazine de basket de rue à New York, qui était le seul magazine à l'époque qui parlait de basket de rue, de culture de basket de rue. Et ma photo a été publiée dans ce magazine-là, et ça m'a vraiment motivé pour continuer à parcourir l'Europe et la France pour essayer de mettre le doigt sur l'esthétique du basket de rue et les histoires qui sont liées. On est en 2009-2010 là? Alors là, c'est 2004-2005. Pardon. Alors, donc on fait un saut dans le temps, on va du côté en 2009-2010. Tu vas aux États-Unis du côté de New York et tu t'essayes aussi à documenter pour KONX. Je crois qu'il y a un clip qui fait la promotion un peu du basket de rue, de playground, etc. C'est tes premiers faits d'armes justement aux États-Unis? Ouais, en freelance vraiment, en photographe pur. Je travaillais avant pour une marque de basket et un magasin de basket à Nantes. Oui. Et je me suis lancé vraiment à mon compte en 2009. Je suis parti à New York pendant 2 mois et demi, 3 mois. Pour vraiment documenter les tournois de basket de rue et assouvir mon rêve de basketteur, d'être sur l'asphalte new-yorkais, de jouer avec mes potes et jouer aussi sur des tournois. Et voilà, documenter cette scène-là. Et la marque pour laquelle je bossais avant m'a embauché pour faire ce clip expérimental qui est une saison de streetball à New York. Et c'est un petit clip qui a eu pas mal de succès après sur Internet. Ouais. Est-ce que c'est la genèse du projet qui va suivre, Do It in the Park, avec Bobito Garcia notamment? Est-ce que ça part de là? Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet est venu un petit peu à être construit, et notamment avec Bobito? Alors ma relation avec Bobito elle date de 2004-2005, quand D'accord, il y avait ce magazine Bounce. Moi entre 2004 et 2010, j'allais à New York de manière régulière pour documenter ce monde-là. Et quand il a vu ce film que j'ai fait en 2009, Art and Soul of New York City, il a voulu justement qu'on parle de faire un documentaire sur le basket de rue à New York. Et il m'a invité chez lui l'été d'après. Et je suis resté 3 mois à dormir sur son canapé. J'ai acheté un vélo. Et puis pendant les 3 mois, on a sillonné les 5 quartiers de New York. On a fait 181 de basket, interviewé 60 personnes, dont Dr. J, Kenny Smith, Kenny Anderson, Pee Wee Kirkland. Quelques images d'ailleurs. Toutes les légendes du basket de rue new-yorkaise, mais aussi les légendes de tous les jours, en fait, les amateurs qui arpentent ces terrains du lever de soleil au coucher de soleil. Toute la communauté autour. Pour essayer de comprendre ce que ça signifie dans leur vie, en fait. C'était il y a près de 10 ans maintenant. Il y a 10 ans. Film qui a été primé d'ailleurs dans pas mal de festivals, qui a fait aussi le tour du monde. Là, vous fêtez les 10 ans de la sortie du documentaire. Je crois savoir qu'il y a peut-être un événement autour de cette... Ouais, on essaie de monter. Je fais une expo, moi, avec Parks and Recreation à Central Park. Donc, Parks and Recreation, c'est l'entité qui gère les parcs publics de New York, donc les terrains de basket de New York. Et je fais une exposition photo autour de mon livre en juin pendant quelques mois. Et on va faire une projection du film pour célébrer les 10 ans dans Central Park. Ok. Nice. Ouais. Rendez-vous à Central Park. Question pour Kevin? Oui, j'ai une question parce que j'aimerais. Il représente, pour le côtoyer un petit peu aujourd'hui, il représente un message fort pour toutes les personnes, entre guillemets, ces jeunes générations, qui est. Il a fait de sa passion aujourd'hui un métier. Ouais. Et il en vit. Et donc j'aimerais comprendre un peu les débuts, parce qu'on part de 2004 où tu vas prendre tes photos et tu vas avoir l'initiative. Et j'espère que quand les jeunes vont regarder ça, avoir l'initiative de faire les choses, de prendre les choses en main et d'envoyer ces photos à... Est-ce qu'au début tu gagnes ta vie ou est-ce que c'est un peu compliqué? C'est ça. Alors de 2004 à 2009, je suis dans des jobs très classiques. Je travaillais dans un magasin de basket qui s'appelait Basket Connection à Nantes, qui était la référence à l'époque des magasins de basket. J'étais en apprentissage. Et en hobby, en fait, j'ai commencé à travailler pour ce magazine Bounce et pour le magazine Rivers, où j'écrivais des chroniques sur les shoes et sur les playgrounds du monde. Et j'ai toujours eu, en fait, j'ai développé ce hobby au fur et à mesure. Après, j'ai bossé pour cette marque allemande qui s'appelle K1X, qui était un peu le successeur d'N1. J'ai développé la marque sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Mais tout en passant mes week-ends à être sur le K54, à faire des pitchs pour les magazines, à suivre la Slam Nation à travers l'Europe, essayer d'améliorer mon craft de photographe. Et en 2009, j'ai arrêté ce job de commercial et de responsable marketing pour vraiment assouvir mon full-time job, quoi. Voilà, parce que tous ces déplacements-là, ils sont rémunérés par quelqu'un ou c'est tes propres frais? Il y avait des deux. C'était soit défrayé, soit
soit mes propres frais. Ouais, mais... Ton métier d'origine, c'est la photographie. En tout cas, la manière dont tu es rentré dans ce métier-là. Tu as eu la chance de rencontrer quand même pas mal de monde. On a, nous, quelques photos que tu nous as fournies d'ailleurs, on peut le dire. Une rencontre avec Kobe, une rencontre avec les frères Gasol, Pau et Marc. Une rencontre aussi avec LeBron James. Parmi, on va mettre Victor à part, parce qu'on va en parler juste après, parmi ces personnalités, lequel t'as le plus marqué, parce qu'on sait que tu es en contact d'eux, et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous fournir? Ils ont tous été marquants un peu à leur sauce. Antetokounmpo, très inspirant pour la personne qu'il est. Très humble, j'imagine. Humain, à l'écoute des autres, accessible. C'était assez intéressant parce que j'ai passé une semaine avec lui à Athènes pour un projet Nike et c'était l'année avant qu'il ait ses signatures shoes et qu'il soit MVP. Okay. Donc, il était vraiment hyper accessible et toujours très généreux dans la distribution de son histoire en fait et son histoire et le partage de son histoire. Et l'année d'après, on retourne à Athènes avec lui et il y a sa chose qui sort, il est MVP et voilà un autre personnage avec un regard qu'on voit dans les yeux de ces athlètes-là, qui est un focus suprême. Les gens ils te voient, mais ils voient plus loin encore. Et j'avais vu ça Kobe, j'ai vu ça LeBron, j'ai vu ça Antetokounmpo et ce même regard et il avait ça en fait, mais tout en restant quand même très abordable. Mais le regard de Victor Wembanyama, parce qu'on te doit cette couverture de Slam, c'est toi qui as pris cette magnifique d'ailleurs couverture, on peut le dire, du futur numéro 1 de la draft, on l'espère, en juin prochain. Victor Wembanyama, ta rencontre avec Victor? Ouais, c'était ma première rencontre pour la couve de ce numéro de Slam, qui est quand même assez historique parce que c'est le premier joueur non NBA en couve d'un Slam en fait, en tout cas qui porte un maillot d'une ligue qui n'est pas la NBA. La couve avec Luka Doncic, il était habillé en civil. Là, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un maillot de Pro A sur une couve de Slam. Avec quelques sponsors en moins. Avec quelques sponsors très français qui doivent parler aux Américains. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est toujours délicat quand on est photographe de photographier des joueurs de cette dimension-là, en fait. Parce qu'ils sont longs, très longilignes. C'est toujours compliqué. Oui, c'est un travail différent en fonction du morphotype. Ouais. Et Victor, il a un truc que les autres grands n'ont pas. Il est photogénique, il passe bien, il bouge bien. Le fait qu'il manie bien le ballon et qu'il puisse bouger son corps, c'est une différence sur un shoot photo. Ok. On est obligé d'avancer, on a peu de temps. Je sais que tu es aussi impliqué dans le développement du basketball africain, tu documentes beaucoup, tu t'intéresses à cette terre, on aura peut-être l'occasion de développer. Moi, je voudrais que tu parles surtout de ce livre, donc Blacktop Memento, qui fait, si on peut le montrer à l'antenne, qui fait un peu, qui met en avant, alors je vais y arriver, en avant des shoots de photos que tu as. Ouais, c'est 76 photos de textures de terrain de basket que j'ai photographiées ces 15 dernières années, partout dans le monde. C'est vraiment pour montrer l'érosion et le passage de l'homme et le passage du temps sur la surface. En fait, c'est quand on est basketteur, on est toujours en train de regarder nos pieds, on connaît les surfaces qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais on apprend à jouer en fonction des aspérités sur les terrains. Et c'est ce que j'ai voulu immortaliser dans ce livre. Disponible où ? Disponible sur mon site, asphalt-chronicles.com. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram et puis on pourra faire. Kevin Couliot, il est accessible lui aussi, voilà. Cet artiste. Merci pour tout ça. L'actu, c'est le All-Star Game, hein, tu me disais en off tout à l'heure. Je pars la semaine prochaine au All-Star pour exposer avec Adidas. J'ai une espèce d'installation avec une quinzaine de photos et puis on va essayer de profiter du spectacle. Profite pour nous. Hein. On essaiera de suivre à travers tes stories Insta ton aventure. Félicitations pour tout ce parcours. On espère que ça continuera en 2023 et après. On te remercie pour avoir été hype aujourd'hui avec nous. On va remercier Fred également avec son beau t-shirt et son beau sourire. Fred, hein, on aime bien ça. Merci pour la présence d'Angelo. Merci Mélissa. Merci nos Skype, nos deux experts du côté des États-Unis, Melvin et Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine hype. À bientôt. Ciao.